Bonjour, ici Dominique Dupuis. Cette semaine, je vous cuisine des chips de kale. C'est quoi des chips de kale? Bon, c'est un chou qui ressemble à ça. C'est le chou vert frisé. Ce chou vert ici que vous voyez, c'est le légume vert le plus puissant de l'univers. Donc, on veut absolument en ajouter dans notre alimentation. Et une façon que je trouve qui est super le fun d'ajouter du verre dans nos repas, ou plutôt dans ce cas-là, dans une collation, malgré que ça pourrait se servir aussi en accompagnement, c'est de le faire en chips. Donc, c'est vraiment simple parce que tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rôtir la feuille. C'est pas long parce qu'on s'entend que c'est une petite feuille mince. Donc, ce que vous allez faire au début, c'est que vous allez laver vos feuilles, bien sûr, mais vous allez déchirer juste des petits morceaux de feuilles comme ça. Donc, vous déchirez des morceaux de feuilles et puis, c'est très simple, vous allez pas utiliser la tige. Donc, vous jetez la tige, vous mettez tous vos petits morceaux de feuilles de kale. Kale qui est le mot anglais en passant pour chou vert frisé. Donc, vous mettez ça dans le bol et puis on va mettre juste un petit peu d'huile. Puis après ça, ça peut être l'assaisonnement que vous voulez. Ça pourrait être sel et vinaigre. Si vous aimez les épices à steak, exemple, ça pourrait être des épices à steak spéciales Montréal ou ça pourrait être épicé aussi avec du piment de Cayenne. C'est vraiment à votre goût. Moi, j'aime bien le nature, là, sel, poivre. Ça pourrait même être aussi avec de la lime. Donc, quand vous avez fait vos petits morceaux, vous mettez ça là-dedans. L'huile, c'est à votre goût, c'est l'huile que vous utilisez. Moi, j'aime bien l'huile d'olive extra vierge. J'en mets juste un petit peu. Puis le but, c'est de l'assaisonner peut-être avec un sel, tu sais, quand on est paresseux, qui est déjà mélangé, donc un sel qui est déjà comme un petit mélange d'herbes. Sinon, vous avez d'autres choix aussi, comme un genre de sel comme ça, avec celui-là, il y a du cumin dedans puis du fenouil. Fait qu'on pourrait faire ça. That's it. Cayenne, j'en mettrai pas, mais ça pourrait être bien aussi. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire un massage. Je sais que ça paraît bizarre, mais le kale, c'est comme ça, c'est que c'est très c'est un chou qui est très fort. En fait, la fibre est assez coriace. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment ramollir la fibre pour être sûr qu'on n'ait pas trop de misère, en fait, à le mâcher. Ça, c'est surtout si vous le faites en salade. Puis pour les chips, bien, c'est parce qu'on veut, vu qu'on n'a pas mis beaucoup d'huile, on aimerait qu'il y ait de l'huile partout pour être sûr qu'on n'a pas besoin d'en trop en mettre, puis pour que ça croustille bien tout égal au four. Donc, on va mettre ça au four à 350. Puis c'est tout. Quand vous savez que votre massage, que votre kale est assez détendu, la façon de le savoir, c'est de voir que la feuille, elle est verte foncée et luisante. Donc, c'est comme ça que vous savez que vous l'avez assez relaxé pour le goût du jour. Puis vous mettez sur une plaque comme ça. Puis vous essayez de ne pas trop en mettre d'épaisseur. Donc, on essaie qu'il y en ait juste comme une feuille comme ça. C'est pas pire, ça. On met ça à 350, ça va prendre à peu près 5 minutes. Donc, vérifiez parce que comme c'est très mince, ça peut brûler assez facilement. Donc, à peu près 5 minutes à 350. Puis, on va sortir du four et on va pouvoir déguster des chips de légumes verts. Donc, voici le résultat que ça donne après l'avoir mis au four. Vous voyez que c'est très croustillant, on l'entend, en tout cas, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça va être bien de le présenter dans un bol, comme on présenterait des chips. Le chou vert frisé, le chou kale, vous allez le trouver plus dans les magasins d'aliments naturels que dans les épiceries conventionnelles. Mais ça vaut le détour, c'est pas très cher. Et puis les légumes verts, bien, on n'en a jamais assez. Puis dites-vous bien qu'un bol de chips de kale, bien, il n'y a pas de plaisir coupable là-dedans. Bonjour, je m'appelle Manon Caisse. Cette semaine, nous allons parler d'étirement et d'amélioration de votre position debout. Lorsqu'on parle d'étirement, il y a un principe qu'il faut toujours faire attention, c'est la douleur. Personne n'a le même niveau de douleur ou de flexibilité.
Donc, lorsqu'on va faire des étirements ensemble, parce que je vous demanderai de m'accompagner, c'est de toujours écouter s'il y a des endroits dans votre corps où c'est vraiment douloureux. Du moment qu'il y a douleur, on s'arrête, on change de position et on reprend. Encore là, parce que personne n'est pareil. Donc, la douleur, c'est un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Et c'est pour ça qu'on fait des étirements, pour maintenir une bonne forme, la flexibilité et prévenir la douleur. Alors, si vous voulez bien m'accompagner, je vous demanderai de vous lever et de faire les exercices avec moi. Donc, maintenant que vous êtes debout avec moi, je vais vous parler de la mauvaise façon de se tenir debout. La mauvaise façon que la plupart des gens font, c'est de se tenir très droit et de barrer les genoux. Barrer les genoux, ça vous rend dans une position statique. Ça vous empêche de bouger. Et ce qu'on peut voir aussi, si je barre les genoux, c'est que ça fait ressortir mon bassin. OK? Puis quand on fait ça, ça l'amène aussi la tête vers le devant. Donc, pour prendre la bonne position, c'est important de placer ses jambes, ouvrir les jambes un peu, largeur des hanches à peu près. OK? Deuxième chose qui est très importante, le bassin. On a tendance à voir le bassin tourner. Je vais vous demander de placer une main sur votre bedon, une main sur le sacrum et de rouler vers l'avant. Doucement, rouler vers l'avant doucement, ça va amener une légère flexion de vos genoux. C'est déjà plus confortable. En faisant cela, si vous êtes à l'écoute, on va prendre le temps d'ouvrir les épaules et ça replace ma tête en ligne droite. Donc, mon dos, parce que mon dos est en ligne droite, j'économise mes muscles et c'est plus facile et confortable. Donc, je répète, les jambes ouvertes versus les genoux. Ce que ça fait aussi, les genoux serrés, on serre tous les muscles. Inévitablement, les muscles, souvent des cuisses, vont être serrés et les fessiers sont serrés. Donc, si vous passez 1 heure ou 2 debout, vous êtes toujours crispé. Ce qu'on veut apporter, c'est de la détente. Donc, roulement du bassin. Si vous regardez, ma tête recule. Donc, ma tête maintenant est bien alignée avec mon dos. Genoux pliés, fesses rentrées et on peut desserrer les fesses. Ce que ça apporte, c'est un repos à vos vertèbres. Essayez d'imaginer votre colonne vertébrale comme un jeu de millibriques ou de Lego. Nos petites colonnes sont tous emboîtées l'une dans l'autre. Si je suis inversée comme ça, je crée une pression sur ma colonne. Donc, d'un simple mouvement de bassin, je plie mes genoux un peu et j'enligne mon corps. C'est un repos indéniable. Je vais vous demander de penser aussi que tout le long de votre colonne, vous avez de beaux grands muscles. Il y en a des petits, il y en a des longs. Lorsque on est placé comme ça, je demande à mes muscles de s'étirer. Tandis que lorsque je ramène, mon muscle est raccourci et c'est un repos. L'autre chose que ça apporte, sans qu'on s'en aperçoive vraiment, c'est que ça détend tout le haut du dos. Parce que j'ai relâché mes muscles dorsaux, mes épaules, tout le haut du dos est relâché. Donc, l'étape d'après, c'est de prendre conscience que je n'ai pas la tête en avant, que je n'ai pas la tête derrière, bien alignée. Et souvent, le stress ou n'importe quoi fait que souvent, on est serré, les épaules vers les oreilles. Donc, pour une bonne position, bien ancré par terre, on roule le bassin. Les genoux plient un peu. Je ne veux pas être comme ça, c'est un effort. Je relâche mes cuisses, mes fessiers. Je vais détendre mes épaules et replacer. Ce que j'ai remarqué, souvent les gens, quand je leur dis de rouler le bassin, ils vont se retrouver comme ça. Donc, au début, vous pouvez regarder dans un miroir. On ne vient jamais droit. Le dos, il est rond. Il y a un petit S. Mais on enlève de la pression. La position debout, parce qu'on est souvent debout, que ce soit dans une file d'attente, que ce soit en faisant la cuisine, que ce soit en travaillant, ceux qui travaillent debout, vous pouvez faire ce petit mouvement tout simple qui fait
que la vie va être plus douce, enlever des pressions. Ça ne paraît pas, ça va détendre votre bas de dos. La session du bas de dos va revenir, car c'est très important. Les gens qui travaillent assis toute la journée, je vous demanderais ou suggérerais de vous lever, surtout si vous travaillez avec les ordinateurs, de vous lever une fois à l'heure, si vous pouvez, de vous lever et de prendre cette position-là. L'autre suggestion que je vous fais, lorsque vous parlez au téléphone, laissez tout tomber, prenez le temps de vous lever. Parce que quand on est toujours assis, c'est ce qui rend le bas du dos faible, déjà. Donc, vous vous levez lorsque vous parlez au téléphone et vous pouvez dégager les épaules parce que l'ordinateur amène beaucoup de problèmes de cou, d'épaule, de bras et de bas de dos parce que le cou, les tensions du dos, du bas du dos et du cou sont interreliées. Si on veut aller plus loin, une fois qu'on est dans la position, pour désengager ou dégeler, moi j'appelle ça dégeler les épaules, c'est de faire de légers mouvements. Quand on est debout, on rentre le ventre, on fait les épaules, on les roule, soit devant, soit derrière. Donc, je vous suggère de pratiquer la position debout plusieurs fois par semaine et n'oubliez pas de respirer. L'inspire est un effort, l'expire est une détente. Donc, je rentre mon bassin, descends les épaules. La détente s'est installée et le travail est commencé. Bonjour, je suis Aude Guiraud, globe-trotteuse et professeure en tourisme. Cette semaine, je vous parle de santé en voyage. Alors, il y a 2 sites que je pourrais vous conseiller. Le premier, c'est celui des Affaires consulaires canadiennes. C'est un site très complet. Il y a plusieurs sections, dont la section de la santé des voyageurs. Il est découpé par pays aussi, et voire même par destination, par région. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment aller voir n'importe où dans le pays dans lequel vous allez pour vous renseigner sur les conseils de santé avant, pendant et après voyage. Et il y a aussi des avertissements sur les maladies dont il faut vraiment faire attention. Le paludisme par exemple, la fièvre jaune, la dengue, etc. etc. Le deuxième site internet, c'est celui de la RAMQ tout simplement, qui vous donne quand même quelques détails sur comment souscrire une assurance, comment faire pour partir en vacances, et c'est vraiment ciblé pour les Québécois. Alors il faut savoir que les Québécois ne sont pas couverts hors du Québec, que ce soit dans une autre province canadienne que à l'autre bout du monde. Donc il faut souscrire une assurance voyage, c'est vraiment important d'avoir une assurance médicale. Alors vous avez plusieurs choix pour souscrire à une assurance voyage, soit vous avez votre propre assurance avec votre employeur, soit vous l'avez sur une carte de crédit, à vérifier avec votre propre carte de crédit, via aussi l'assurance de votre conjoint, ou tout simplement vous rendre dans votre agence de voyage, voir votre agent de voyage qui va vous souscrire une assurance telle que la RBC, la Croix-Bleue, Manuvie ou autre. Alors pendant le voyage, il y a quelques petites règles simples qu'il faut connaître et qu'il faudrait suivre. La première, c'est de boire toujours de l'eau embouteillée. Sur place, il est rare d'avoir de l'eau qui soit traitée et qui soit potable. Donc de boire de l'eau embouteillée toujours, ça c'est une règle de base. De se brosser même les dents avec de l'eau minérale, ça peut éviter beaucoup d'ennuis. Les changements de température aussi. Les changements de température, nous les Québécois on le sait, on voyage beaucoup quand c'est notre hiver vers des destinations beaucoup plus ensoleillées, on cherche la vitamine D. C'est important de laisser son corps s'adapter et prendre le rythme de la température sur place. Donc les règles de survie, le chapeau et la crème solaire. On oublie aussi souvent de se laver les mains en voyage. Donc traîner avec soi un désinfectant à main, c'est important parce qu'on est curieux en voyage et c'est normal, on va toucher beaucoup plus,
on s'en rend moins compte, donc c'est important de les laver plus souvent. Pour l'eau, ça peut devenir problématique, donc on peut acheter avant le départ des gouttes ou des pastilles de purification d'eau ou utiliser la bonne vieille méthode qui fonctionne très bien, c'est de laisser bouillir l'eau 5 minutes minimum. C'est ce que j'ai utilisé comme méthode au Botswana, au delta de l'Okavango. On n'avait pas un site avec de l'eau courante ni de l'eau potable. On utilisait l'eau du fleuve Okavango et on l'a fait bouillir 5 minutes. On a bien calculé notre temps et tout est bien allé. Pour conclure, rappelez-vous de souscrire une assurance médicale avant votre départ, sur place de boire de l'eau embouteillée, de vous laver les mains et aussi de respecter vos propres limites. La fièvre chez un enfant est un symptôme extrêmement habituel et un motif extrêmement fréquent de consultation chez son médecin ou à l'urgence. Avant toute chose, il faut vraiment essayer de dédramatiser un petit peu l'importance que prend la fièvre. La fièvre est réellement un moyen de défense de l'organisme contre certaines infections, que ce soit des infections virales, banales, comme des infections bactériennes un petit peu plus graves. Et ce n'est en aucun cas l'importance et l'élévation de la température qui déterminera la gravité de la maladie. La température corporelle normale chez un enfant se situe à peu près entre 36,5 et 37,5. Il y a différentes méthodes pour mesurer cette température. La méthode la plus classique utilisée à la maison est la méthode buccale. Il faudra juste faire attention à corriger le chiffre retrouvé en rajoutant 0,5 degrés pour obtenir la température corporelle réelle. Les autres méthodes sont la température rectale, la température axillaire, donc prise sous le bras, et à l'urgence aussi maintenant à l'hôpital et puis chez certains médecins on peut prendre une température tympanique à l'aide d'une méthode infrarouge. Comme on le disait tout à l'heure, la fièvre ne détermine pas la gravité de la maladie et la fièvre n'est pas un élément de gravité en soi. Néanmoins, il arrive que dans de rares cas, une complication survienne directement liée à cette température. Et c'est d'ailleurs la complication qui est la plus redoutée par les parents. Il s'agit de la survenue de convulsions. Il faut vraiment préciser que la survenue de ces convulsions est extrêmement rare, qu'elle survient chez des enfants âgés de 6 mois à 5 ans et qu'elle survient dans moins de 5% des cas de ces enfants-là. Mais quand elle survient, c'est vrai que c'est un phénomène assez impressionnant. Ça consiste en des spasmes musculaires généralisés qui surviennent extrêmement brutalement et puis qui durent quelques secondes, quelques minutes. Elles sont la plupart du temps sans aucune gravité, mais elles doivent absolument amener à consulter son médecin ou à l'urgence afin d'éliminer une autre pathologie sous-jacente à la fièvre, notamment une méningite. Il n'est pas nécessaire de traiter toute fièvre. D'abord, on définit la fièvre par une température qui est supérieure à 38. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va falloir donner des médicaments de façon systématique à tout enfant qui dépasse cette température-là. Tout d'abord, avant de commencer des médicaments, on peut utiliser des petits moyens physiques simples qui consistent notamment à découvrir un enfant qui serait trop couvert. Il ne faut pas non plus le découvrir complètement et le faire frissonner, mais il faut qu'il soit confortable, mais un petit peu découvert. Si on peut aussi placer l'enfant dans une pièce un petit peu aérée et avec une température qui avoisine 18 à 20 degrés, ça serait l'idéal. L'autre chose, c'est qu'il faut faire boire cet enfant. Toute fièvre peut potentiellement déshydrater, notamment chez les nourrissons. La déshydratation est un phénomène qui peut arriver rapidement. On aura comme habitude de traiter toute fièvre qui est mal tolérée chez un enfant qui est inconfortable et toute fièvre au-delà de 38,5. Les moyens, donc en dehors des moyens dont on a parlé précédemment, sont des moyens médicamenteux. Il y a deux grandes classes de médicaments qu'on peut utiliser pour traiter une température élevée. Le premier, le plus connu, est celui qui doit être utilisé en première intention, c'est l'acétaminophène, dont les noms commerciaux sont Tempra et Tylenol. Ce médicament peut être donné toutes les 4 à 6 heures
selon des doses qui vous ont été recommandées par le pharmacien et qui sont indiquées sur l'emballage de votre médicament. L'autre classe de médicaments est l'ibuprofène. L'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc c'est un médicament qui a des effets secondaires qui ne sont pas négligeables et qui donc ne doit pas être utilisé en première intention, sauf prescription explicite de votre médecin. Là encore, si vous devez l'utiliser, les doses seront données toutes les 6 à 8 heures avec des posologies qui respecteront bien ce qui est indiqué sur la boîte ou ce que le pharmacien vous aura conseillé. Juste pour parler un petit peu de l'aspirine, on avait l'habitude aussi avant de donner de l'aspirine aux enfants. Il faut savoir que là aussi, c'est un anti-inflammatoire, pas dénué de risque, et donc il n'est classiquement pas recommandé de le donner à un enfant. Le médicament le plus couramment utilisé doit être toujours en première intention l'acétaminophène. Alors, on doit consulter à l'urgence. Avant toute chose, ça dépend de l'âge. Tout nourrisson de moins de 3 mois qui a une fièvre devrait être emmené par ses parents à l'urgence et il devrait subir une batterie d'examens afin d'éliminer une infection bactérienne. Sinon, on peut parler de toute fièvre qui dure depuis plus de 24 heures sans aucune cause apparente. Quand je dis cause apparente, ça peut être un rhume, ça peut être une diarrhée, ça peut être une poussée de dents. Donc toute fièvre qui n'est pas expliquée par un symptôme évocateur devrait amener les parents à consulter. Et puis bien sûr, donc, toute fièvre qui est mal tolérée. Une fièvre qui est mal tolérée, c'est une fièvre chez un enfant qui pleure énormément, qui n'est pas consolable dans les bras de ses parents, un enfant qui ne dort pas, un enfant qui a cessé de s'alimenter, qui a cessé de s'hydrater, voire qui a des vomissements répétés. Un enfant qui a des complications, donc on a parlé tout à l'heure de convulsions. Ça peut être aussi des signes associés, comme une douleur chez un enfant un petit peu plus grand qui est capable de s'exprimer, qui décrit une douleur au niveau de la nuque, avec des vomissements et parfois avec des petites taches violacées au niveau de la peau. Tous ces symptômes doivent amener les parents à emmener leur enfant à l'urgence. Aussi, on peut parler de toute fièvre qui s'accompagne de signes au niveau respiratoire. Les signes respiratoires pouvant être juste une difficulté respiratoire, un enfant qui fait des efforts pour respirer, comme une respiration qui est sifflante, qui est bruyante. Là aussi, c'est un motif de consultation. Pour résumer, donc, la fièvre n'est vraiment pas un symptôme de gravité. La fièvre est vraiment un symptôme nécessaire dans toute infection, qu'elle soit virale ou bactérienne. Toute fièvre doit être respectée, donc, et les parents ne doivent pas consulter à l'urgence immédiatement après la première prise un petit peu élevée de température. Il y a différents moyens pour essayer de la faire baisser. Et dans la plupart des cas, ces moyens dont on a parlé tout à l'heure suffiront à faire baisser une température et à éviter aux parents des heures d'attente à l'urgence pour une fièvre qui est sans aucune gravité. Maintenant, il est certain que toute fièvre mal tolérée ou toute fièvre avec une complication, et notamment chez un enfant qui a convulsé, ou toute fièvre qui se prolonge, toutes ces fièvres-là doivent amener les parents à conduire leurs enfants à l'urgence ou consulter un médecin.